Ja, we hebben het al een paar keer horen vallen. On en a entendu parler effectivement donc, à plusieurs reprises dans l'exposé de Monsieur De Fait également. Donc on a parlé beaucoup du Bureau fédéral du plan et justement donc l'intervenant suivante provient justement donc du BFP. Commission donc également et son intervention donc traitera de l'impact de l'espérance de vie sur les dépenses sociales ainsi que sur le risque de pauvreté dans la catégorie des retraités. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'entamer donc mon exposé concernant l'impact de l'espérance de vie sur les dépenses sociales ainsi que sur le risque de pauvreté, je voudrais tout d'abord donc passer en revue avec vous la table des matières de mon exposé. Donc je vous ferai une petite présentation, petite introduction. Ensuite, je vous donnerai donc les deux visions qui circulent actuellement en ce qui concerne l'augmentation de l'espérance de vie. Ensuite, je vous montrerai comment elles évoluent également donc dans les attentes du Bureau fédéral du plan. Je vous parlerai aussi pendant quelques instants des coûts budgétaires, donc du vieillissement de la population, comment on peut utiliser la méthodologie qui est particulièrement compliquée d'ailleurs, donc et voir comment on peut calculer cela. Ensuite, nous passerons donc à l'analyse d'impact où nous examinerons donc une variante avec une simulation, donc selon que l'espérance de vie est plus longue ou plus courte, plus brève, et nous allons voir quels sont les impacts en matière de coefficient d'indépendance pour les différentes catégories socio-économiques, les impacts macroéconomiques ainsi que l'impact réel et budgétaire. Et également, donc, je jetterai également un petit coup d'œil avec vous sur le risque de pauvreté ou de paupérisation, plus exactement, donc chez les retraités. Un certain nombre de personnes connaissent probablement donc l'exercice de projection du plan du Bureau fédéral du plan. Donc, nous avons donc un budget avec 10 ans, donc c'est à long terme, 5 ans, 10 ans. Nous avons également donc des perspectives régionales, nous avons tout ce qui concerne le transport, tout ce qui concerne également l'énergie, l'approvisionnement en énergie ainsi que les dépenses sociales, le risque de paupérisation qui sont repris donc dans les rapports de la Commission sur le vieillissement de la population. Alors tous ces exercices en fait ne peuvent être réalisés que si l'on a des estimations démographiques et ça c'est véritablement la base pour tous les exercices du Bureau du plan. Donc, il s'agit essentiellement de toutes les données que nous obtenons, donc des différents modèles. Ces données sont importantes. Nous travaillons donc avec les instituts de statistiques. On part d'un scénario donc avec une politique qui ne change pas, une organisation de société qui ne change pas. Donc, on n'anticipe pas sur de grands chocs qui pourraient éventuellement revoir toute la structure de la population ou la modifier en profondeur. Trois composantes sont déterminantes pour appréhender donc la structure et l'évolution de la population à long terme. Il y a tout d'abord le taux de fertilité, le taux de mortalité et également le solde migratoire. Et il y a également un certain nombre d'hypothèses donc, qui sont établies sur base de ces différents points et on en discute donc avec la communauté scientifique ainsi que les démographes. Et je tiens à le répéter une fois de plus, donc il ne s'agit pas donc de projection, on ne va pas vous dire combien de personnes précisément vont vivre en Belgique d'ici quelques années. Non, il s'agit d'indications d'une croissance de la population donc à long terme. Alors, il y a une certitude, c'est justement l'incertitude qui entoure tout ce projet. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de jouer sur différents scénarios et de voir quelles sont les alternatives et leurs effets. Et donc, vous voyez que l'on parle beaucoup d'espérance de vie. Donc, nous allons nous limiter à l'espérance de vie puisque c'est le thème de cet après-midi.
Alors, la question que bon nombre de personnes se posent, l'évolution de l'espérance de vie va-t-elle se poursuivre de façon continue? Eh bien, deux facteurs jouent un rôle important dans l'allongement de la vie. Il y a tout d'abord le progrès médical, et on pense essentiellement donc au traitement de toutes les maladies dites dégénératives ou dégénérescentes, telles que le cancer, etc., avec toujours un point d'interrogation. Et un autre point qui concerne plus l'évolution donc de notre mode de vie, qui a un effet également, donc par exemple par rapport au tabagisme, par rapport à l'alimentation, c'est un facteur important, la qualité augmente. Vous avez également des normes beaucoup plus strictes aujourd'hui dans le secteur alimentaire, mais vous avez également donc l'effet du fast-food et de toute une série d'autres points qui nécessitent aussi qu'on s'y intéresse, trop de sucre, trop de graisse, etc. La pollution joue un rôle important également. Donc, l'évolution de l'espérance de vie, en fait, est influencée par toute une série de choses. Et la plupart des scientifiques et des démographes savent que cette espérance de vie va continuer donc à augmenter. Je pense que tous les scientifiques ou presque sont d'accord. Maintenant, dans quelle mesure va-t-elle se poursuivre? Pendant combien de temps? Combien d'années peut-on ajouter à l'espérance de vie? En fait, il y a deux visions différentes parmi donc, la communauté scientifique. Il y a les optimistes et il y a bien sûr les pessimistes. Les pessimistes affirment que l'augmentation de l'espérance de vie aura surtout des conséquences sur l'âge final et donc, autrement dit, l'impact chez l'aîné à la naissance sera limité. Les causes de décès resteront donc inchangées. De par le passé, il y avait beaucoup d'infections et aujourd'hui, il y aura de plus en plus de processus dégénératifs, des maladies non curables, la maladie d'Alzheimer, Parkinson et d'autres encore. Des maladies très difficilement traitables. Notre mode de vie, que je viens de mentionner, lui engendre de nouvelles pathologies, notamment l'obésité, le diabète. Les pessimistes indiquent également qu'il y a un risque accru de résistance aux antibiotiques. Et enfin, les pessimistes sont convaincus qu'il y a des limites à notre biologie, que nous avons tous et toutes, en fin de compte, une date d'expiration. Ensuite, les optimistes estiment que le taux de mortalité des personnes âgées continuera de diminuer dans les pays développés. Alors, c'est un fait et nous avons des données fiables en la matière. Et les conditions de vie, les avancées médicales ont un impact considérable sur l'évolution des taux de mortalité, et ce même à un âge plus avancé. Les optimistes sont également convaincus que les espérances de vie, d'un point de vue biologique, peut être accrues, ou plutôt n'en sont pas convaincus. En revanche, cela pourra avoir des conséquences d'un point de vue transversal, notamment à la naissance, et en conséquence, c'est pourquoi l'espérance de vie sera accrue. Et donc, lorsque je parle de transversalité, c'est l'âge moyen pour des personnes lorsque leurs conditions de vie restent stables. Lorsque nous observons cette hausse à long terme sur la planète, alors on voit qu'il y a une croissance tout à fait linéaire. Penchons-nous désormais sur l'espérance de vie et les perspectives du bureau du plan. Alors, nos hypothèses les plus robustes sont fondées sur les tendances de 1991 et nous nous attendons donc à une évolution stable jusqu'en 2070, étant donné que nous avons une baisse continue depuis les années 90. Il y a ce modèle exponentiel négatif qui a été établi pour ce qui est de la mortalité. Ce modèle exponentiel négatif fait qu'en fin de compte, on a un ralentissement progressif de l'allongement de l'espérance de vie en Belgique. Et donc, l'espérance de vie augmente, mais toujours plus lentement. Graphiquement, cela donne ça.
Au début des années 90, un homme avait une espérance de vie de près de 73 ans et les femmes presque 80 ans. Et entre-temps, de 91 à 2016, les hommes ont gagné quelques 3 mois en moyenne par an et on devrait descendre à 2 mois et demi entre 2017 à 2030 et ensuite 1,9 de 2030 à 2070. Pour les femmes, baisse de l'espérance de vie, de l'augmentation de l'espérance de vie de 2 mois par an de 90 à 2016, 1,9 d'aujourd'hui à 2030 et 1,3 jusqu'en 2070. Enfin, en 2070, nous aurons une espérance de vie à la naissance de 86,5 ans pour les hommes et 88,6 ans pour les femmes. Voilà donc les chiffres pour ce qui est du scénario de base, mais avant d'analyser les variantes pour ce qui est de l'espérance de vie et de la mortalité et les conséquences de tout cela sur les dépenses sociales notamment, je voudrais maintenant vous expliquer notre méthodologie qui a été utilisée pour calculer justement les coûts budgétaires du vieillissement, BKV en néerlandais. Alors, qu'est-ce que le coût budgétaire du vieillissement? Eh bien, nous prenons la variation de l'ensemble des dépenses sociales entre 2 années. Nous les exprimons en points de pourcentage du PIB. Comme vous le voyez ici à l'écran, il y a donc les dépenses sociales de 2060 divisées par le PIB, moins les dépenses sociales divisées par le PIB en 2016. Donc. Alors, les dépenses sociales correspondent donc à l'ensemble des dépenses de la sécurité sociale, mais aussi de l'assistance donc liée à la pension, les soins de santé, mais également les allocations aux personnes handicapées, les revenus d'intégration, etc., etc. Alors ici, ce sont donc des projections de dépenses sociales. Cela représente combien de millions d'euros? Ça, c'est la question qui revient toujours. Cela correspond à combien? Combien de milliards, en fin de compte? Alors, si on tient compte d'une indexation annuelle de 2%, alors nous arrivons à un montant tout à fait hallucinant, je puis vous le dire. Mais que veut dire ce montant en fin de compte? Eh bien, rien du tout, mesdames et messieurs. Ici, regardez plutôt l'évolution des dépenses sociales. Si on prend 2017 à 1, nous voyons qu'à 2057, on est à plus de 2. Mais il est important également de tenir compte du contexte économique et des bases économiques. Ici, vous voyez que notre bien-être économique augmenterait de 1,9. Et donc, en fin de compte, les perspectives d'avenir là sont bien moins dramatiques. Néanmoins, il y a bien entendu un défi à long terme en ce qui concerne la budgétisation de tous ces coûts. En outre, nous devons tenir compte du fait que là, il s'agit de projections à très long terme, allant jusqu'en 2060 et même jusqu'en 2070 dans nos dernières études. Et donc, il ne s'agit pas là de prévisions, non juste de projections de certaines tendances basées sur certaines constantes. Nous nous basons également sur un modèle macroéconomique et budgétaire qui a été développé par le Bureau fédéral du plan et qui a été approuvé par le comité d'études sur le vieillissement pour son rapport annuel. Nous nous basons sur plusieurs hypothèses, comme je vous l'ai déjà dit, les hypothèses démographiques, les hypothèses relatives à la fertilité, à la mortalité, aux migrations. Et nous reposons également sur des hypothèses relatives au taux d'activité, de retraite, de chômage, et également sur la productivité et les possibilités pour les gens de passer d'un statut à un autre, de devenir actifs, de devenir retraités, invalides ou autres. Ensuite, le taux de chômage est basé sur une hypothèse d'un processus structurel gradé calculé rapidement pour après 2025. Ensuite, nous analysons également la productivité très lente au point de départ. Et nous partons du principe que au fil du temps, les moyennes s'améliorent avec 1,2%.
Ensuite, il y a également les paramètres de réévaluation des prestations de protection sociale avec le pacte de génération, avec donc les minima, les montants forfaitaires qui ont été revus pour les allocations, notamment. Alors ici à nouveau la définition que je vous ai exposée, le coût budgétaire du vieillissement, sa formule. Et donc nous avons, comme je vous l'ai dit, les dépenses sociales qui correspondent donc au nombre de bénéficiaires multipliés donc par l'allocation moyenne. Alors le nombre de bénéficiaires dépend bien entendu des paramètres démographiques, des projections démographiques, et ensuite il y a également les conséquences du taux de chômage, du taux d'activité, du nombre de retraités. Alors ensuite, le PIB, pour diviser emploi fois productivité, et donc là on peut avoir une constante et une croissance de l'emploi s'il n'y a pas de crise structurelle. Et donc, si la population active augmente d'un certain pourcentage, alors il y a une augmentation d'un certain pourcentage, idem pour les chômeurs. Ensuite, par rapport aux commentaires que je viens d'entendre venant des deux professeurs, concernant notamment le fait que les modèles à long terme partent du principe que l'offre crée la demande. Attention, tout cela est reconnu à l'échelon international. Toutes les instances qui se penchent sur des projections à long terme, à très long terme, partent du principe qu'en effet, c'est l'offre qui crée la demande. Dans 40, 50, 60 ans, il y aura 2 millions de Belges en plus. Ces gens devront manger, être habillés, devront consommer de tout. Ces gens auront besoin de services et donc l'offre, la demande plutôt sera créée par cette évolution démographique. Et je le répète, toutes les instances, internationales valident cette façon de calculer les choses. À moyen terme ou à plus court terme, bien entendu, c'est différent. On dit que c'est la demande qui crée l'offre. Mais à très long terme, je le répète, comme l'on doit tenir compte de l'accroissement démographique qui va donc engendrer davantage d'emplois, davantage de consommation, et bien là, alors il y a une demande qui apparaît, étant donné la démographie, je le répète. Continuons. Alors, les modifications en ce qui concerne l'espérance de vie, leurs conséquences. Oh, je suis à la traîne dans mon PowerPoint apparemment. Alors, en 2018, il y a un working paper du Bureau fédéral du plan qui a proposé différents scénarios liés à la mortalité, au taux de mortalité. Alors, tout d'abord, nous avons la variante à mortalité plus élevée, HAMOR en néerlandais, où l'espérance de vie diminue de 2 ans par rapport à la valeur de référence. Et ensuite, nous avons la variante de mortalité inférieure, LMOR, où l'espérance de vie augmente de 2 ans par rapport au taux de référence. Et dans les deux scénarios, la variation du taux de mortalité des plus de 65 ans est prise en considération. Et donc, en jouant à ce niveau-là, nous arrivons donc à ces prévisions de 2 ans de plus. Alors, ici, vous voyez l'espérance de vie et l'impact des variantes sous forme graphique. Et vous voyez dans un scénario à faible mortalité que les femmes dépassent les 90 ans. Hourra, youpi.
Alors, quid des conséquences sur le coefficient de dépendance? Ici, donc on voit l'évolution. Donc c'est le rapport de la population des 67 ans et plus par rapport aux personnes actives, donc de 18 à 66 ans. Ici, vous voyez que nous sommes déjà adaptés aux nouveaux âges de la pension qui entreront donc en vigueur en 2030. Dans le scénario de base, on voit qu'il y a un retraité pour à peu près 4 personnes de 18 à 66 ans en 2016 et que nous aurions donc une évolution qui irait en fonction des différents scénarios, étant donné qu'il y aurait moins d'actifs à l'avenir pour porter donc cette charge, comme cela figure à l'écran. Dans le scénario à haute mortalité, où il y a donc une faible espérance de vie, on voit que là, il y aurait donc en orange le résultat que vous voyez à l'écran. C'est en pointillé chez moi, mais pas sur l'écran apparemment, mais bon, peu importe. Et 2,32 personnes pour le taux de faible mortalité. Donc 2,32 actifs pour une personne retraitée par rapport à 3,9 aujourd'hui. Alors, partant, les résultats du plan macroéconomique budgétaire du gouvernement, avec une augmentation et une réduction de l'espérance de vie, 2 ans dans les deux cas, nous voyons qu'il y a des résultats tout à fait symétriques. Autrement dit, une baisse du nombre de seniors avec une faible espérance de vie engendrera une augmentation proportionnelle dans le sens inverse. Voilà donc les simulations que nous avons faites dans un sens. Ici donc avec la plus faible espérance de vie. Alors je vous rassure, je peux tout à fait vous communiquer les résultats de l'autre scénario si vous le souhaitez. Donc, avec une haute mortalité ici, cela veut donc dire que nous aurions moins de population âgée. Parce que, comme je l'ai donc dit, on prendrait donc les coefficients de mortalité des plus de 65 ans. Alors, taux d'activité, taux de chômage identique à la base, petite baisse pour ce qui est des actifs et des invalides, mais c'est tout à fait marginal. Alors, la différence la plus criante concerne bien entendu le nombre de retraités. En cas de haute mortalité, il y aurait à peu près, presque plutôt 10% de moins. Ensuite, pour ce qui est de l'impact macroéconomique, en bref, en ce qui concerne l'emploi et la productivité, pas d'impact. Pas d'impact du moins tangible. En ce qui concerne la croissance économique, je le répète, pas d'impact. Pour ce qui est du coût budgétaire du vieillissement, alors avec la base de référence tout d'abord ici, entre 2016 et 2060, les dépenses en pourcentage du PIB devraient augmenter de 2,3%. Vous le voyez tout à fait à droite sur ce graphique. Ce notamment à cause des dépenses pour les retraites qui augmenteraient de 2% et ensuite les dépenses en soins de santé également. D'un autre côté, d'autres dépenses, notamment en ce qui concerne les incapacités de travail, chômage, allocations familiales, etc., il y aurait une diminution de 1,7% et donc au total un positif de 2,3%, comme je vous le disais. Alors, l'impact du scénario alternatif où nous aurions donc une mortalité plus élevée ou donc une plus petite espérance de vie, eh bien ici, vous pouvez voir que la réduction du poids
des pensions pourraient engendrer des diminutions, notamment parce que, bien entendu, il y aurait moins de retraités. Ensuite, les dépenses en soins de santé diminueraient également de 0,6% du PIB, dont 0,5% lié aux dépenses pour les soins à longue durée. Cela fait tout à fait sens. Ensuite, le coût total du vieillissement donc pourrait diminuer de 1,6% de PIB. Alors, si vous voulez connaître les conséquences sur le budget, pour ce qui est donc d'une augmentation de l'espérance de vie, alors il faut faire des additions et on voit que d'ici 2060, on aurait donc une augmentation des coûts budgétaires pour le grésillement de 2,3% du PIB. Ce qui n'est bien entendu pas à négliger. Enfin, en conclusion, la Commission sur le vieillissement présente également le risque de pauvreté pour les retraités. Ces résultats ne sont pas basés sur le budget macroéconomique, mais sur un modèle de microsimulation. Si l'espérance de vie est réduite de 2%, alors le risque de pauvreté baisse à long terme. Pourquoi que à long terme? Eh bien, tout d'abord parce qu'au cours des premières parties des projections, les pensions arrivent à suivre justement ce niveau de pauvreté, étant donné la faible productivité et les faibles salaires, et étant donné différents paramètres liés qui découlent du pacte de génération qui garantit donc un certain niveau de vie. Mais à plus long terme, comme je vous le disais, nous prévoyons un rebondissement de la productivité, donc également des salaires et du bien-être, et donc à paramètres égaux pour ce qui est du pacte intergénérationnel, eh bien, nous aurions un risque de pauvreté réduit. Et donc le risque de pauvreté est surtout présent chez les plus âgés, étant donné que c'est là que les pensions seraient les plus faibles et les plus âgés, étant donné, disons, leur situation toujours inférieure, eh bien, serait bien moins bonne que les actifs. Voilà ce que j'avais donc à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu consulter cette étude et d'autres encore dans notre working paper. Et toutes vos questions peuvent être adressées aux adresses e-mail qui ne sont pas à l'écran, malheureusement.